Je vous emmène maintenant à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Nous sommes en plein cœur de la forêt de Versailles. Et rien que le nom est une invitation au voyage, à la poésie, au romantisme et à plein d'autres choses. Cette forêt a été classée forêt domaniale depuis 1871. Elle faisait auparavant partie du bois de la Couronne. C'est une forêt qui est très fréquentée et qui demande une gestion particulière pour qu'elle soit bien entretenue. Si vous venez vous promener ici, vous allez peut-être avoir un jour la chance de tomber sur Claire Novak. Elle est ici à l'Office national des forêts. Elle va nous expliquer justement tout ce que l'on fait comme travail. Et il y en a du boulot. Exactement. Bonjour Stéphane. Et bienvenue en forêt de Versailles. Grande forêt. On va pouvoir se faire une petite promenade. On va peut-être pas faire le tour parce que c'est combien d'hectares? C'est une forêt de 1000 hectares. Je pense qu'on aura plus d'une journée pour en faire le tour. Alors c'est une forêt particulière parce que je le disais, elle est très fréquentée. Elle est pratiquement au cœur d'un tissu urbain très très prononcé. Est-ce que ça fait aussi partie des contraintes qui font partie d'une gestion très particulière de cette forêt? On parle de forêt périurbaine, on pourrait presque parler de forêt urbaine. Oui. En dessous de nous, le chemin de fer Paris-Chartres. De l'autre côté, la Nationale 12. Tout autour de nous, la ville. Et au milieu de cette forêt, des allées historiques, héritées de cette histoire des bois de la Couronne, avec la chasse à courre, les carrefours en étoile. Et donc cette forêt, elle est fréquentée partout. Elle contient des étangs au milieu de vallées qui lui donnent un air de petit Canada, qui est très apprécié pour les gens, pour avoir un espace de nature, pour s'évader de ce tissu urbain. Sûr. Et pour nous, forestiers, c'est enfin une forêt qui a effectivement des contraintes particulières. Déjà, des contraintes de sécurité, puisque tous publics, nous avons la responsabilité de l'accueillir dans de bonnes conditions de sécurité. Et puis, une contrainte de préservation des paysages. Ce sont des paysages qui sont liés à l'historique du domaine de Versailles, du château de Versailles, qu'on ne peut pas modifier de façon brusque. Et donc, on doit adapter notre sylviculture en étant fin et précis. On va rentrer au cœur de cet aspect sauvage et oublier le bruit qui est par là-bas pour s'intéresser justement aux différentes essences qu'il peut y avoir dans la forêt de Versailles. Est-ce que d'ailleurs le chêne est l'essence majoritaire que l'on retrouve dans la forêt de Versailles? Alors oui, historiquement, c'est l'essence dominante, emblématique de ces forêts d'Île-de-France. Oui. Mais il faut savoir que quand on pense châtaignier, parfois on pense au marron d'Ardèche. En Île-de-France, c'est la deuxième essence d'arbre la plus commune derrière le chêne. Et en forêt de Versailles, elle représente même la moitié des arbres qui sont présents sur ce massif. 50% chêne, 50% châtaignier? Et un accompagnement de feuillus divers, les érables, les trembles, les bouleaux, etc. Mais le châtaignier et le chêne sont vraiment le binôme qui structure cette forêt. Vous me parliez des châtaigniers, j'en ai vu quelques-uns. Ils m'ont pas l'air d'être tous en grande forme. Non, le châtaignier, au niveau national, il cumule. C'est l'essence qui est la plus menacée par tout un tas de pathogènes, d'insectes ravageurs et d'autres menaces. Ici, en Île-de-France, ce qui nous préoccupe, c'est la maladie de l'encre. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette maladie? La maladie de l'encre, elle est connue en France, elle n'est pas française, elle vient d'Asie, mais on la connaît depuis longtemps finalement. Les forestiers la connaissent depuis le 19e siècle. Au cours du 20e siècle, on a vécu avec. Elle était présente, mais elle n'était jamais problématique. Et à partir de 2015 en Île-de-France, on voit une accélération du phénomène. Et cette maladie va provoquer la mortalité, le dépérissement de surfaces énormes de châtaigniers. Alors, si je reviens sur cette date, vous me dites 2015, est-ce que ça a un rapport avec le changement climatique? Est-ce que c'est ça qui fait que le processus est en train de s'accélérer? C'est exactement ça. Ce pathogène, c'est un micro-organisme qui vit dans l'eau du sol, sous nos pieds. Il a besoin d'une certaine température pour pouvoir survivre. Oui. Au cours du XXe siècle, on avait parfois des hivers très vigoureux, avec du froid, du gel, il y a de la neige, ça faisait partie de notre paysage hivernal normal. Et ça tue le microbe. Et ça tue le microbe. À partir de 2015, il fait plus froid, on n'a plus d'hiver. Et donc, il n'y a plus de régulation de ce pathogène. Donc, il faut imaginer sous nos pieds une population de micro-organismes qui pullulent, qui prolifèrent, qui se développent. La maladie de l'encre, comment est-ce qu'on peut la détecter? C'est quoi exactement? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la maladie de l'encre? La maladie de l'encre, ce qui frappait les forestiers au 19e siècle, c'était que sur les arbres touchés, on voyait au pied de l'arbre un écoulement de liquide noir qui ressemblait à de l'encre de Chine. Très bien. D'où son nom de maladie de l'encre. Les feuilles vont se recroqueviller
elles vont tomber, les petites branches vont mourir, puis les grandes branches, puis l'arbre tout entier, avec des grandes zones sur lesquelles l'écorce va se décrocher et tomber au sol, et l'arbre va finir par s'écrouler et mourir, et ce, sur de grandes zones. Aujourd'hui, finalement, cette maladie, elle va toucher quel pourcentage de châtaigniers implantés ici? Ce qui est très compliqué, c'est que la maladie évolue très vite. Et une forêt, normalement, c'est du temps long. Mais avec le changement climatique, il y a une accélération de processus qui fait qu'on est obligé de suivre à un pas de temps beaucoup plus court. Donc on travaille avec nos collègues de la recherche par satellite. Parce que nous, avec nos petits pieds, les 1000 hectares de la forêt de Versailles, on ne peut pas les parcourir tous les jours. Donc on a besoin d'avoir cet appui de télédétection, de satellite, qui va nous aider à voir la vitesse d'expansion. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, puisque avec les campagnes de télédétection en 2020 et 2022, on estime qu'il y a déjà à peu près un tiers des châtaigneraies d'Île-de-France qui sont en train de dépérir. À partir du moment où on a détecté, est-ce que l'on peut opérer pour soigner l'arbre? Est-ce que l'on peut même éventuellement faire de la prévention? Ce serait magnifique si on pouvait traiter, mais la maladie est dans l'eau du sol. Il n'y a pas de moyen de traitement. Donc la première source de prévention, c'est que les forestiers encouragent le mélange d'essences. Pour que si le châtaignier a un problème, le chêne, la lisier, le cormier, le charme, etc. puissent prendre la suite. Très bien. Et la deuxième source de prévention, c'est la protection de nos sols. Le sol, c'est le capital de la forêt. On a bien vu, le pathogène est dans l'eau est dans le sol. Partout où l'eau va s'accumuler, on va voir le déclenchement du dépérissement. On a évoqué aussi le fait que cette forêt est très fréquentée. Alors, il y a des passages de piétons, il y a des passages de vélos, il y a des passages peut-être aussi de voitures. Est-ce que tout ça contribue finalement à rendre un sol peut-être moins perméable, faire en sorte que l'eau stagne et que la maladie se propage? Vous avez tout à fait raison. Les causes naturelles, comme la topographie, on ne peut pas agir dessus. Mais il y a aussi des causes humaines de dégradation des sols. Sur une forêt qui accueille tellement de visiteurs tous les ans, on a un effet tassement du public. Et on a, nous aussi, forestiers, une responsabilité, puisque quand un engin forestier lourd passe en forêt, si le sol est mouillé, le sol va être tassé par le passage de cet engin. D'accord. Donc le travail de prévention, c'est aussi pour nous d'intervenir avec nos engins en les faisant intervenir seulement là où ils ont le droit de rouler et surtout en travaillant sur sol sec pour ne pas avoir de sol fragile. Le chapitre que nous allons maintenant ouvrir ensemble, Claire, c'est celui des ongulés sauvages. Alors, précisons ce que sont les ongulés sauvages. Moi, je connais quoi? Chevreuil, cerf, sanglier? Exactement. Les ongulés sauvages, c'est le nom qu'on donne au grand gibier. Bon, c'est pas forcément les alliés de la forêt de Versailles, hein. D'une manière générale, les animaux, évidemment, ils ont leur place en forêt. C'est ce qui fait aussi la beauté de cet écosystème et c'est ce qui le rend vivant. Mais pour que la forêt puisse se développer de façon satisfaisante, il faut un équilibre entre la faune sauvage et la flore. Alors quand vous parlez de cet équilibre, justement, entre cette faune diverse, variée, et puis le fait de mettre en place une pérennité pour les activités sylvicoles et agricoles, et puis surtout une rentabilité aussi, on appelle ça un équilibre sylvo-synégétique. Sylvo-synégétique, c'est très technique. Hein. Sylvo comme forêt, ouais. Synégétique comme gibier. L'équilibre forêt-gibier. D'accord. Et ça consiste en quoi alors? Alors ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, on a d'un côté des animaux qui vivent dans la forêt et qui se nourrissent dans la forêt pour le chevreuil et le cerf, et de l'autre côté, on a une forêt qui, pour se régénérer, a besoin d'avoir de jeunes plants, des semis qui poussent. Bien sûr. Quand on a une surpopulation d'animaux, ils vont se battre pour la ressource alimentaire et ils vont dégrader, manger trop, finir par faire disparaître certaines essences d'arbres qui ne seront plus présentes dans la forêt. Et celles qui restent vont être fortement endommagées, ralenties dans leur croissance à cause de cette surconsommation par le gibier. Alors, il faut gérer la forêt, certes, d'un côté, il faut gérer aussi les animaux, parce que c'est ce que vous évoquez, il n'y a peut-être pas forcément à manger pour tout le monde. Il n'y a peut-être pas forcément à manger pour tout le monde. On essaye chaque année de voir comment évolue la relation entre la forêt et les animaux. Oui. Alors, pour savoir si un animal va bien, il ne va pas savoir me dire, lui, s'il va bien. On peut, par exemple, mesurer son poids. Un animal où on voit au fur des années une population d'animaux de plus en plus maigres, malades, chétifs, ça veut dire a priori qu'on a un problème de surpopulation, parce que ces animaux se font concurrence pour avoir accès à la nourriture. Si au contraire on a des animaux qui se portent bien, qui ont un poids qui est normal, qui augmente, là on se dit, c'est bon, il n'y a plus besoin d'en prélever, parce que il y a de toute évidence suffisamment de nourriture pour les animaux et pour que la forêt continue à pousser. Et une fois qu'on a analysé le comportement des animaux, j'imagine qu'on va s'intéresser au comportement de la forêt. Et là, on fait comment? C'est quoi les indicateurs? L'objectif, c'est d'avoir des animaux en bonne santé dans une forêt en bonne santé. Et une forêt en bonne santé, c'est quoi? C'est une forêt qui pousse. Donc on met en place un faisceau d'indicateurs
Le plus parlant peut-être, c'est l'indice de consommation. Alors indice de consommation, je ne parle pas de l'INSEE, je parle de consommation, donc abroutissement, ce que l'animal va manger dans la forêt. En forêt de Versailles, on a un réseau de 150 placettes, toujours les mêmes, qu'on mesure tous les ans au mois de mars depuis maintenant 12 ans. Et sur chaque placette, de 1 mètre sur 1 mètre, le forestier de terrain va venir regarder qu'est-ce qui pousse. Est-ce que j'ai de la ronce? Est-ce que j'ai du chêne? Est-ce que j'ai du châtaignier? Et il va regarder si ça pousse, est-ce que c'est endommagé ou pas. Et forêt de Versailles, là on peut dire qu'on a vraiment une présence du chevreuil qui est forte, puisque la tendance qui ne se dément pas, c'est que plus de 60% des jeunes semis, des plantes que vous voyez pousser en forêt de Versailles, sont mangées par le chevreuil. Dans un contexte de changement climatique, on a besoin du plus de régénération naturelle possible, du plus de diversité d'essences possible. Si déjà on commence la course avec des fers aux pieds, parce qu'on perd 70% des semis dès le début, on va avoir un problème. Et ce que vous mettez en place ici, c'est pour protéger les petits plants qui commencent à pousser, parce que Absolument. je vois que alors je ne sais pas si ce sont des chevreuils ou d'autres animaux, mais ils sont déjà venus se nourrir un peu. Hein. Et voilà, ici on est sur une parcelle qui a été plantée il y a 2 ans, suite à la maladie de l'encre. Et vous voyez partout ces gaines de plastique. Ces gaines de plastique, aujourd'hui, elles sont malheureusement indispensables pour protéger les plants qu'on met en place en forêt de Versailles. C'est une béquille sur laquelle on s'appuie pour essayer de supporter une situation qui est problématique. Parce que si on regarde à mes pieds, on voit que les arbres qui poussent naturellement, les semis naturels, ont été mangés, détruits, endommagés par le gibier. Ici, c'est le chevreuil qui fait le plus de dégâts. Donc, je peux sécuriser mes plantations, mais partout ailleurs, il va bien falloir trouver cet équilibre entre la forêt et le gibier. Merci de nous offrir un si beau poumon de verdure en pleine ville. On a entendu passer le train Exactement. il y a encore quelques instants. Et je ne peux plus maintenant rentrer dans une forêt avec le même regard que celui que j'y avais encore il y a quelques mois. Et vous y êtes pour quelque chose. Vous m'avez ouvert les yeux sur justement ce trésor qu'il faut absolument préserver. Merci beaucoup, Claire. Merci à vous. Merci.